Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce troisième tuto du Fujifilm X-H2 en vidéo. Donc cette fois je vais faire la configuration du film, même si elle apparaît avant la configuration de la qualité d'image. Mais parce que, bien évidemment, je vous l'ai déjà expliqué, en photo, c'est pas du tout au même endroit. Donc en théorie, je devrais faire l'AF, MF, mais bon voilà, pour un petit peu normaliser les choses, j'ai choisi ça. Et donc, pour commencer, on a la liste des paramètres vidéo. C'est quelque chose d'assez intéressant qu'on trouve généralement sur les caméras cinéma. Et en fait, ça va regrouper plusieurs réglages de paramètres vidéo qu'on va voir par la suite. Mais c'est intéressant si, sur le pouce, vous voulez changer rapidement plein de choses dans la caméra. Donc après, il y a des trucs qui sont, si vous n'êtes pas de Fuji, ou même si vous venez de Fuji, c'est un petit peu étrange. Là, savoir qu'on a un menu séparé pour le format et la vitesse de défilement, et le codec ne sera pas du coup dans les mêmes menus. Donc si on va là, on regardera plus tard, voilà, on a vitesse de défilement et format, donc définition. Et après ici on va avoir choix de la carte et choix du codec. Et donc du bitrate aussi à côté, qu'on ne peut pas choisir lorsqu'on est en ProRes. Et après, on va avoir le choix de notre simulation de film, on va avoir la possibilité de créer des proxys suivant les modes, et on aura le RAW, voilà, lorsque on est connecté en HDMI, le RAW 8K qu'on va voir juste après. Donc du coup, après on a le mode de prise de vue, donc on a des classiques, le mode programme AE, priorité vitesse, priorité ouverture, donc des classiques, en plus avec la capacité du Fuji d'être en vrai programme AE, donc à savoir de ne pas forcément avoir les ISO automatiques, ce que fait pas par exemple le Canon EOS R3. Le problème que je vais avoir, c'est qu'il y a du stepping dans l'ouverture, donc les deux premiers modes je les conseille pas, et le troisième, si vous voulez la règle des 180 degrés, ça va poser problème, donc il reste plus que le manuel, et pour faire un mode automatique, l'utiliser en ISO automatique. Donc c'est quand même dommage, parce que, en fait ça se verra. Si vous faites de la vidéo professionnellement avec le boîtier, et même pour vous faire plaisir, vous allez avoir des flashs dans l'exposition, ce qui n'est pas forcément très agréable, donc si ça vous arrive, ce sera forcément que vous êtes soit en priorité vitesse, soit en programme AE. Et ça se passe que ce soit avec par exemple des optiques Viltrox ou des optiques Fujifilm. Mode vidéo, donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, donc là on a le format et après on aura le nombre d'images par seconde, donc la vitesse de défilement, et donc, hop, pardon, on a du coup ici, on va regarder ça. En premier, le 8K, donc c'est du 16 neuvième parce que le capteur est capable de faire de la vraie, de la fausse, ce qu'on appelle la fausse 8K, puisque en fait l'Ultra HD n'est pas vraiment de la 4K pour les cinéphiles, mais du coup on n'a que la possibilité de faire rentrer le 8K en 16 neuvième, ce qui peut être un petit peu dommage, mais c'est déjà ça, puisque vous pouvez voir où du 8K, donc c'est quand même déjà intéressant de ce côté-là. On a du 6,2K en 16 neuvième, alors je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait en 17 neuvième, peut-être parce que c'est un oversampling direct du 8K, mais par contre, en 4K HQ, on peut avoir le 17 neuvième. Donc en oversampling du 8K, on peut quand même avoir de la 4K HQ en 17 neuvième. Hop, donc voilà, je sais pas pourquoi, et on peut l'avoir aussi en 16 neuvième. Et on a aussi, en fait, la différence avec le mode 4K, c'est que tous les modes utilisant la 8K ont un problème dans le défilement, c'est qu'on ne pourra pas aller au-delà de 30 images par seconde, donc 50 et 59,94 ne seront pas disponibles. Mais par contre, dès qu'on passe en 4K, on peut avoir le 59,94 et le 50. Le seul problème, c'est qu'on va voir en F-Log 2, par exemple, une perte de dynamique dans les noirs. Peut-être parce que la façon dont est créé ce 4K, à savoir d'une line skipping, donc on enlève une ligne sur deux par exemple, ça demande peut-être une façon de travailler à l'appareil photo qu'il n'apprécie pas trop, et donc on a peut-être, comment dire ça, une obligation d'avoir d'autres compromis en vidéo. Donc c'est là où vous aurez le moins de dynamique, c'est en 50 et 59,94. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que comme vous l'avez vu, on n'a pas de différenciation NTSC et PAL. Et pourquoi c'est intéressant au final, c'est que par exemple, si vous voulez faire du ralenti, vous le savez, du 25p, mais vous voulez quand même un ralenti un petit peu plus élevé, vous pouvez rester en 60 images par seconde, et après faire le bon pourcentage pour revenir à 25 images par seconde. Donc ça marche quand même aussi de ce côté-là.
On a aussi une chose intéressante, c'est que la Full HD est aussi en 17/9. Donc voilà, quelque chose d'intéressant. Et voilà, comment dire, sa vidéo standard, on ira jusqu'aux 60 images par seconde, et on verra juste après qu'on peut faire du 120, voire du 240p en plus, voire même du 200p. Et donc c'est ici, juste après au final, donc si on fait on, voilà, on va pouvoir avoir soit du Full HD 16/9, soit du 17/9, et oui, c'est pas le XH2S, on n'a pas de 4K 120. Et donc on peut aller jusqu'à 240p, donc on a aussi 200p qui est du PAL, donc voilà. Par contre là on est obligé de revenir en 25 images par seconde, et là on revient voilà comme ça. Et du coup on peut choisir voilà, de revenir soit en 59 images par seconde, donc on peut choisir de revenir dans tous les modes de vitesse normale. Et donc c'est sélectionnable, donc c'est vraiment très bien. Pour rappel, un appareil photo comme le R3 ne fait pas de conversion choisie. Donc en fait, le 120p, ce sera toujours du 30p. Voilà, donc ça c'est bien de l'avoir, c'est juste dommage bien évidemment de ne pas avoir de 4K, mais bon, c'est déjà très bien d'avoir ça là-dessus. Et un truc assez étrange au final, c'est que, voilà, en HDMI, eh ben, on n'a pas le 240p. Donc c'est assez étrange. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous voulez enregistrer sur HDMI avec cet appareil photo là, autrement que du RAW, faites bien attention à ce qui est disponible avant d'acheter l'appareil photo. Allez sur la fiche du produit et regardez les caractéristiques. C'est très complet en vidéo et ça vous montrera ce que peut ou peut pas faire l'appareil photo. C'est assez étrange parce que l'HDMI a beaucoup de problèmes en général. Ce ne sera pas exactement les réglages que vous avez dans l'appareil photo qui sont transmis à l'HDMI. Donc faites bien attention avec ça. Donc je vais revenir sur off au final. Donc réglage de l'enregistrement média, donc je l'ai mis sur la CF Express de type B. Et donc du coup ici, voilà, on a l'ASD qui est disponible, mais en SD on n'aura plus le ProRes. Et donc du coup, tous les modes qui font passer, comment dire ça, qui font de l'overflow au final, du débordement, et ben vous pouvez pas non plus faire de ProRes, parce que si on passe de la carte 1 à la carte 2, et ben c'est comme quand on fait de la redondance en photo, on doit se limiter à ce que peut prendre la deuxième carte. Ça semble logique. Donc si vous voulez faire de l'enregistrement sur des deux cartes à la suite, vous serez limité, vous voyez, à faire des choses dans le genre, donc faites bien attention. D'ailleurs, on peut faire ça. Je suis pas sûr que la carte SD supporte ça, mais voilà, vous avez l'opportunité de faire tous les modes qu'on va voir juste après. Et donc on a l'HDMI, et là on ne sait pas ce qu'on peut faire. Donc, pour commencer, on a tous les modes ProRes disponibles en 4.2.2, donc le ProRes HQ, le ProRes 4.2.2 et le ProRes LT. Tous en 10 bits, comme c'est indiqué, en LPCM, donc ça veut dire audio 24 bits, donc même si vous utilisez le jack 3.5, vous aurez quand même une qualité d'audio supérieure à des appareils photo qui enregistrent en MP4, ce qui peut être vachement utile. Moi, personnellement, j'adore le ProRes LT 8K, puisque c'est le plus facile à retoucher, et sur mon vieil Asus ROG qui a 16 Go de RAM et une Ryzen 7 4400 je crois, puisque c'est pas vraiment indiqué ici, donc c'est une série 4000 et une vieille GeForce 1680, et ben ça marche plutôt bien avec, à part si on applique un load dessus, mais voilà, vous faites un rendu et ça marche plutôt bien de ce côté là, donc c'est vraiment pas mal. Ça marcherait pas du tout avec l'H265 par exemple, et en parlant d'H265, on va avoir en 4.2.2 10 bits, la possibilité d'avoir du long hop et du Olay 4.2.2. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que vous voyez que niveau de data rate, c'est très élevé, hein, genre 720 mégabits par seconde. Donc lorsqu'on est en 8K, c'est très très bien, hein, voire même c'est limite, on pourrait dire un petit peu limité. Mais lorsqu'on est en 4K et surtout lorsqu'on est en 1080p, ben ça ne changera pas. Ça, ce sera obligatoire. Si vous voulez faire du Olay en Full HD, vous serez obligé d'être à 360 mégabits par seconde. Alors que le Full HD, avec 150 mégabits par seconde, vous êtes déjà vraiment très bien, et 100, c'est vraiment assez cool. Le problème que ça pose, c'est que, en gros, ce qui va déterminer la taille d'enregistrement sur le
Fujifilm X-H2, et ben c'est plutôt le codec que votre format. Donc le Full HD pourra, alors ce sera quand même plus petit, mais ce sera quand même énorme par rapport à des enregistrements sur d'autres appareils photo. Donc faites bien attention à ça, c'est pas forcément très bien optimisé pour ça. Par contre, si vous enregistrez en long up, vous avez accès à tout le nombre de mégabits par seconde, donc c'est beaucoup plus facile avec ça. C'est dommage qu'en all intra on puisse pas le faire. Après on a du 4.2.0, donc du coup on a de l'échantillonnage plus faible, donc à savoir que le 4.2.2 c'est à peu près, enfin on peut considérer ça comme l'échantillonnage des couleurs est sur la moitié du capteur, et après c'est dupliqué sur la partie qui n'est pas calculée, et là c'est vrai, un quart, voilà, à peu près. Si on va dans les détails, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on peut lire ça comme ça, donc du coup c'est un petit peu compliqué pour les trucs qui vont demander une rigueur colorimétrique assez élevée, comme par exemple du fond vert. Mais sinon, qui va y avoir d'intéressant, parce que le H265 c'est très gourmand en termes de processeur, pas sur les Mac mais sur les PC en tout cas. Et du coup, vous pourrez éditer des fichiers beaucoup plus facilement s'ils sont en 4.2.0, que ce soit le All Intra ou le Long Up. Donc voilà, c'est plutôt cool de ce côté-là de les avoir. Par contre, en H264, une petite déception, parce que ceux qui pensaient pouvoir prendre ça et se dire, bah voilà, c'est mieux maîtrisé par les ordis, c'est très bien. Sauf que vous voyez que donc pour les versions MOV, donc on a bien le LPCM, donc toujours les 24 bits qu'on avait dans tous les autres modes. Sauf qu'on est en 8 bits. Voilà. Et donc ça fait un petit peu mal, on est forcément en 4.2.0 et on a un mode encore plus bas de gamme en MP4, donc on a assez en 16 bits. À savoir que là le R3 enregistre sur mon MKE 600 mais en 16 bits. Donc voilà. Et puis c'est tout. Donc c'est dommage que les H264, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de mode où on est en 10 bits. Et donc on va revenir, je pense qu'on était en ProRes-LT, et puis voilà. Comme vous voyez ici, on peut aussi enregistrer du proxy. Donc on peut le faire en H264 et en ProRes. Voilà. Et donc le proxy, ça vous servira notamment à éditer si votre ordi il est un petit peu compliqué à gérer de ce côté-là. On va voir réglage de sortie HDMI, donc j'aime pas le tripoter parce que là, comme je fais le tuto, les infos sont sur on. Ça me permet d'afficher ce qui se passe dans l'appareil photo, donc pour faire le tuto. Mais bien évidemment, d'habitude, lorsque vous filmez, il sera sur off parce que vous ne voulez pas afficher les menus dans ce que vous filmez, bien évidemment. Et donc je peux pas y toucher parce que sinon ça va arrêter la vidéo. Donc on peut contrôler, enfin le contrôle de l'enregistrement HDMI, donc ça veut dire que vous pouvez enregistrer en appuyant sur le boîtier directement. Et le boîtier est très bien optimisé. Bon, moi j'ai le Blackmagic Video Assist 12G et il est très bien optimisé pour être utilisé sur le Blackmagic. À savoir que j'ai, comment dire ça, à la fois mon écran arrière et le moniteur qui sont allumés avec exactement la même chose dessus. Donc c'est vraiment très très bien de ce côté-là. Il n'y a pas beaucoup d'appareils photo qui font ça, donc voilà, il est très bien optimisé. Et en plus, il m'affiche qu'il est vraiment connecté à l'enregistreur, et c'est très très bien de ce côté-là. Voilà, je dis très très bien. Je vais juste prendre mon chargeur parce que le boîtier est en train de bientôt décéder. Donc on va revenir 3 secondes. Hop. Et je vais trouver une place à ça. Et on sera reparti juste après. Hop. Donc comme vous voyez, il y a réglage de la sortie RAW juste ici. Et donc ça vous permet, voilà, je vais pas, vous voyez là, faites attention, enfin, si vous faites des tutos, faites attention. Si je monte là, en fait, ça va arrêter d'enregistrer le moniteur, en fait, parce qu'il va se mettre directement en mode de film standard, voilà, sans affichage des menus. Et du coup, vous voyez qu'on a du RAW Atomos, donc du ProRes RAW, et du coup de Blackmagic RAW, donc c'est bien d'avoir les deux. Le seul problème, c'est que on est forcément 8K, mais on a le RAW, voilà, tout simplement. Et là, ce sera intéressant parce que, contrairement à tous les autres modes, on n'aura plus de gestion des couleurs, donc on sera plus sur du Y Prime CBCR,
et donc ce sera bien mieux, même si lorsque vous montez, on reviendra dans ce mode de couleur, à savoir que le RAW il est vraiment en RVB direct, alors que les autres c'est un petit peu plus compliqué, d'où le 422 et le 10 bits qu'on n'aurait pas en photo. Fixer le grossissement du recadrage vidéo. Alors ça, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, en gros, en fait, suivant les modes que vous allez utiliser, vous aurez du recadrage. Le 60p là-dessus, c'est 1.14. Sachant que vous pouvez aussi par-dessus mettre de la stabilisation électronique, ça peut aller jusqu'à 1.25. Et donc si je mets oui, voilà, il va mettre 1.25 max. Et ce que ça va faire du coup, c'est que si vous êtes embêté par le recadrage, eh ben, ça va harmoniser tous vos plans. Donc tous vos plans seront recadrés à 1.25 quoi qu'il arrive. Donc ça peut être une option assez intéressante pour vous. Ou intéressante surtout. Donc on a du zoom numérique, si vous le mettez, hop, du coup je peux pas parce que je suis pas dans le bon mode, je me suis mis en quoi? Pas dans le mode 4K apparemment, voilà. Si j'étais en 4K HQ, je pourrais le mettre, donc on va le faire tout de suite. Hop, mais je pourrais pas vous l'afficher, donc quand vous êtes en 4K HQ, vous avez l'option de le mettre, et moi j'ai programmé deux boutons pour zoomer, donc ma flèche gauche et ma flèche droite. Ma flèche droite zoom, ma flèche gauche dézoom. Et c'était exactement la même technique que j'avais chez Sony, donc c'est bien d'avoir ça. Et du coup, voilà, si c'est intéressant, vous pouvez avoir un zoom directement dans le boîtier. Par contre, les transitions ne sont pas réglables. C'est un petit peu dommage de ce côté-là. Enregistrement F-Log, donc voilà, on a le choix entre le standard qui sera juste votre simulation de film avec ce que je vous ai déjà montré dans le tuto sur la qualité d'image. Et du coup, là, on a le F-Log qui est disponible, le F-Log 2, que j'adore, et que si vous l'utilisez, vous l'adorez aussi, et le HLG. Donc moi, je suis un peu moins fan des HLG personnellement, parce que le F-Log, ça permet de faire de la haute dynamique, donc du HLG. Et je vais pas réussir à trouver le mot, mais bon, c'est pas grave. Hop. Et du coup, hop, je vais y arriver. Et du coup, là, on arrive au réglage du niveau de données. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous ne comprendrez pas, ou vous comprendrez surtout de travers, parce que c'est pas évident. Plage vidéo, plage complète. Normalement, dans tous les autres appareils photo, je crois que Fujifilm fait aussi ce truc de vous laisser, comment dire, vous tromper. Ça pose des problèmes d'ailleurs. Normalement, il n'y a pas de raison de vous laisser choisir ça. Et en fait, comme on a du ProRes, de l'H265 et de l'H264, en fait, ils lisent pas les données d'exposition et de couleur de la même façon. Et donc la plage vidéo, les gens pourraient comprendre que c'est de l'H264, de l'H265, mais en fait non, c'est le ProRes. Donc comment dire ça, pour comprendre facilement, plage vidéo c'est du ProRes et plage complète c'est H265, H264. Et oui, c'est juste que ça a été choisi comme ça, le ProRes a comment dire, une plage plus réduite en termes de ce qu'il est censé lire ou comprendre que par exemple le H265 ou l'H264. Voilà, voilà. Standard, hein, parce que au final le ProRes c'est de l'H264. Enfin, vous aurez compris. Donc photométrie, donc ici on a accès au multi central, donc des trucs assez habituels. Moi je reste tout le temps sur multi, donc on aura notre spot, là un peu moins spot, et là le moyenne, donc voilà, c'est plus ou moins la même chose. À noter quelque chose, si vous regardez ici et que pendant votre prise de vue, vous activez l'autofocus sur l'œil, lorsque vous revenez, hop, et déjà, il n'a pas voulu revenir dans le menu, et ben, vous ne pouvez plus choisir votre photométrie, ce que je trouve un petit peu dommage, hein, parce que c'est bien d'avoir le choix de ce qu'on veut, et si on ne veut pas exposer la tête des gens, et ben, on ne peut pas le faire, donc il faudra rester en manuel, si vous voulez à la fois avoir l'autofocus sur l'œil et maîtriser votre exposition, ou du moins pas exposer sur le visage de la personne que vous filmez. Après, c'est des situations très particulières, mais voilà. Réglage de la vitesse du déclenchement sans scintillement. Donc, c'est ce qu'on appelle l'obturateur variable, le synchro scan, le truc dans le genre.
Par contre, il n'est pas indiqué en degré d'obturation, donc quand vous arrivez ici, voilà, c'est 1/50e. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce que, enfin marrant, je sais pas. Ce qu'il faut savoir avec ça, c'est que ça passe tout le temps au-dessus des 1/50e de seconde. J'avais compris pourquoi on ne peut pas utiliser l'obturateur variable en dessous des 1/50e de seconde. Mais par contre, ce que ça fait, c'est diminuer l'incrément pour pouvoir lutter efficacement contre le scintillement. Donc, donc la démarche à suivre, c'est de prendre la vitesse qui se rapprochera le plus du scintillement, enfin, du fait qu'il n'y ait plus de scintillement, et de régler à peu près ce que vous voulez avec hop, le dernier réglage ici, pour vraiment avoir pas plus du tout de scintillement. Après, c'est que manuel. Par exemple, sur le R3, l'appareil photo est capable de scanner la scène pour directement trouver la fréquence qu'il faut exactement avec le SynchroScan. Et donc voilà. Du coup, ce qui est assez marrant, c'est que si on met sur Off, voilà, on va découvrir une chose assez intéressante, c'est qu'on a quand même le 180 degrés, bien qu'on puisse pas régler l'angle d'obturation sur un Fujifilm. On a juste le 1/48e et tout ce qui va, comment dire ça, servir à être au double du nombre, enfin de la vitesse de défilement au final. Mode de stab, donc on a IBIS OIS, et voilà, comme on est dans un mode ProRes, on ne peut pas l'utiliser. Donc si j'enlève théoriquement le ProRes, ça va marcher. Hop. Et donc je me mets en H264 par exemple. On va se mettre en H265, tiens. Et là, ça marche maintenant. Par contre, c'est pas que le ProRes. Si vous mettez dans tous les modes qu'utilise le 8K, donc 8K, 6,2K, 4K, HQ, eh ben, vous ne pouvez pas utiliser non plus le DIS. Donc voilà, c'est à savoir. Et donc du coup, la stab électronique n'est disponible que dans les modes les moins qualitatifs au final de l'appareil photo. Bon, on peut discuter du ProRes, mais en termes de format, c'est le cas. On est obligé d'être dans la moins bonne 4K pour pouvoir avoir cette stabilisation. Hop. Donc on a l'amélioration de la stab, donc c'est ce qui vous servira à en fixe être pratiquement un trépied lorsque vous utilisez ce réglage. Donc on a le réglage d'ISO, bien évidemment c'est toujours mieux de l'utiliser à l'extérieur du boîtier. Je vois pas pourquoi vous iriez dans le menu et vous iriez faire 3 pages pour juste trouver les ISO. On a les zébras, donc qui sont sélectionnables dans un sens ou dans l'autre, suivant ce que vous voulez, mais comme ils ne sont pas superposables, donc on ne peut pas avoir des zébras haute lumière et des zébras à niveau de gris, eh ben, je vois pas à quoi ça sert c'est juste une question esthétique au final. Et niveau des bras, donc on peut, normalement, je pense qu'il est surtout fait, ce niveau de zébra, pour les, le clipping point, donc, les zones cramées, parce que, si vous ne le savez pas, il y a deux façons d'utiliser les zébras pour l'exposition maximale, donc essayez de voir quand ça surexpose, mais aussi exposer correctement, par exemple, les visages des personnes qu'on filme, et donc c'est à ça que sert en général le gris 18%. Mais du coup, là, comme on ne peut pas passer en dessous de 50%, c'est un petit peu compliqué, à moins que le F-Log 2 passe au-dessus, mais je suis pas sûr. Par exemple, chez Canon, sans surexposition, c'est 35% le gris moyen, donc voilà. Contrôle du film optimisé, donc en fait si vous le mettez sur oui, ça enlève le contrôle sur la bague d'ouverture et ça le met sur la molette devant, donc ça permet un contrôle plus rapide en hybride si on aime bien utiliser sa bague d'ouverture en photo, mais qu'on aime bien contrôler ça en vidéo le plus simplement, justement pour pas faire d'à-coups, puisque souvent ils sont, enfin la plupart du temps, voire tout le temps, les bagues d'ouverture sont crantées chez Fujifilm. On a les lampes témoins, donc ce qui est bien, c'est que plutôt que d'avoir un réglage absolu, on peut l'activer à l'arrière, l'activer à l'arrière, l'activer à l'arrière en clignotant, avant-arrière, enfin, voilà. Vous voyez à peu près le truc, et donc ça permet, donc je ne vois pas pourquoi on ne voudrait pas l'avoir derrière, mais de ne pas l'avoir devant, par exemple, c'est pour pas que on vous voit filmer. Voilà, tout simplement. Donc si vous voulez pas que les gens sachent que vous filmez, ce sera beaucoup plus simple de mettre juste arrière. Et puis à vous de voir si vous voulez que ça clignote ou pas.
Donc on a un ventilateur qui n'est pas fourni avec l'appareil photo, qui peut servir aussi en photo. C'est bizarre, l'appareil photo, et ça peut servir en photo. Et du coup, l'outil est intéressant, sauf que du coup, comme c'est un truc qu'on ajoute derrière l'appareil photo, on ne peut pas le ranger, à part si on le laisse en vertical, puisque l'écran dépassera toujours de l'appareil photo. Donc c'est un petit peu dommage, certes, mais par contre, il est là, il existe. Donc si vous avez de la surchauffe, moi j'en ai pas constaté sur le XH2, du moins à 25, 26, 27 degrés, et ben vous pouvez vous servir du ventilateur. Il faudra juste faire attention de bien garder le cache, bien évidemment, et donc il servira aussi en photo. Et j'ai déjà dû vous dire pourquoi ça servait en photo. Donc on a la modification des réglages personnalisés. J'en ai 5 en vidéo, et donc vous voyez qu'il y a un petit point rouge qui apparaît à côté de personnaliser 6 pour une raison particulière. C'est que depuis le début de ce tuto, je change des réglages, et du coup il va se dire que comme c'est modifié, je peux enregistrer les modifications, ou je peux les réinitialiser si je veux pas qu'elles restent au final. Et voilà, je peux modifier ce que je veux, donc aller chercher des paramètres et les ajouter ou les changer dans l'appareil photo. Donc on peut, comment dire ça, vraiment aller personnaliser des trucs dans son profil directement dans les menus, plutôt que de changer les réglages avant et aller dessus. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Enregistrer les réglages actuels, c'est bien évidemment si vous avez programmé tout votre boîtier, vous faites enregistrer les réglages actuels, et du coup le réglage deviendra ce mode custom. Après, vous pouvez copier, donc c'est assez intéressant si vous voulez juste changer de nombre d'images par seconde. Et vous pouvez juste faire copier, et comme ça vous aurez 2 profils jumeaux, mais avec juste quelques modifications que vous allez faire dessus. Bien évidemment, on peut réinitialiser le réglage, ce que je ne vais pas faire, et on peut mettre un nom pour vraiment séparer les modes, ce que j'ai pas fait, mais ce qui est quand même assez intéressant. Après, on peut mettre la mise à jour automatique des réglages. Je ne le fais pas parce que quand j'ai modifié là, je ne veux pas forcément les enregistrer, donc c'est bien quelque part de les mettre désactivés. Donc je ne sais pas pourquoi le réglage existe, mais si vous aimez que tout le réglage personnalisé change à chaque fois que vous faites quelque chose dans le boîtier, ce qui est un petit peu, pour moi, un peu bizarre, mais voilà. Et après, on va voir réglage du mode personnalisé, et là, c'est juste le choix de dire est-ce que mon mode C sera photo ou mon mode C sera vidéo, tout simplement. Et donc on retrouve mes 5 modes vidéo custom ici, et le reste est en photo. Et après, voilà, on a fini ce tuto. La communication sans fil, ça demande un accessoire particulier, et donc, ou sinon il suffit juste de le mettre, à mon avis, sur son téléphone, mais on verra ça plus tard. Donc je vais vous dire, j'espère que ce tuto vous aura plu, et j'espère que vous aurez appris des choses. Je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo, tuto, test ou vocabulaire, vidéo, photo, n'importe quoi. Salut!